Est-ce que vous savez quel est le point commun entre ça et ça? Non? C'est simple. Sans l'informatique, aucun des trois n'existerait sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Et l'informatique, c'est vraiment pas compliqué. Allez, venez avec moi et ensemble, devenons tous des nerds. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de Tous des Nerds. Alors dans le premier épisode, on a vu comment installer les outils dont vous allez avoir besoin pour programmer, et on a vu les premiers concepts qui sont indispensables pour bien comprendre le principe de la programmation en informatique. Si vous n'avez pas encore vu ce premier épisode, je vous invite vivement à le regarder, il est juste là, parce qu'en fait dans ce premier épisode, vous allez voir les concepts dont vous allez avoir besoin pour comprendre le second épisode. C'est bon? Vous l'avez vu? Ok, alors on y va. Donc on l'a vu dans le premier épisode, l'ordinateur va stocker des informations dans des variables. Donc c'est comme ça qu'il va les retenir. Les variables, je vous rappelle, ce sont ces petits endroits de la mémoire qui ont un nom. Le problème, c'est que des informations, il en existe plein de types différents. Par exemple, mettons que je veuille retenir le nom de ma prof de maths et la note que j'ai en maths. Ce sont deux choses totalement différentes. Un nom, c'est un mot, c'est composé de lettres, alors que la note qu'on a eue en maths, c'est un chiffre. En plus, dans les chiffres par exemple, il y a plein de chiffres différents. Il y a les chiffres positifs, enfin les nombres positifs, les nombres négatifs, les nombres à virgule, les nombres qui n'ont pas de virgule, donc voilà, ça fait plein de choses différentes. Alors, pour un humain, ça va pas poser de problème. C'est-à-dire que si on lui demande de retenir 2,5 ou si on lui demande de retenir 18, bon, voilà, même si on lui demande de retenir, je sais pas moi, un nom ou une date ou peu importe, il retiendra tout de la même manière. L'ordinateur, ça va pas fonctionner tout à fait comme ça. L'ordinateur, lui, il va avoir besoin de certaines informations pour comprendre comment est-ce qu'il doit le stocker. Alors il va avoir besoin, pour être précis, de trois choses. Pour stocker un nombre, par exemple, il va avoir besoin de savoir si le nombre a une virgule ou pas. Il va avoir besoin de savoir jusqu'où peut aller le nombre, donc quel est le nombre maximum qu'il peut y avoir dedans. Et si le nombre n'a pas de virgule, il va avoir besoin de savoir si le nombre peut être négatif. Alors pour comprendre pourquoi est-ce que ce genre de choses peut influer, imaginons que je ne sois pas en train de vous parler de programmation. Imaginons qu'à la place, je vous parle de cuisine. D'accord? Donc on parle de cuisine, voilà, et puis je vous dis, bon, vous allez devoir mettre quelque chose au frigo. Et pour pouvoir le mettre au frigo, vous allez avoir besoin de savoir déjà si c'est quelque chose de solide ou de liquide, parce qu'en fonction, vous devrez prévoir un bol ou vous devrez prévoir un sac plastique. Ensuite, vous allez avoir besoin de savoir la taille. Si je vous demande de stocker 10 kg de lard ou 10 centilitres de lait, ça va pas rentrer dans la même chose, je pense. Ou alors vous avez un très très gros bol pour votre lait, mais ça paraît un peu bizarre. Vous allez avoir besoin de tout ce genre d'informations là pour pouvoir le stocker. Vous allez avoir besoin aussi peut-être de savoir si quand je dis frigo, je pense vraiment frigo, ou est-ce que c'est un lapsus pour parler d'un congélateur. Bon. Donc, vous allez avoir besoin de ces informations là parce qu'en fait, vous allez stocker quelque chose, vous n'allez pas retenir, vous allez le stocker. Mais l'ordinateur c'est pareil. D'un point de vue d'un ordinateur, on stocke une information. Donc on la range quelque part, et donc il faut savoir quelle forme, on va dire, va avoir l'endroit où on va le ranger. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans la technique maintenant pour comprendre pourquoi est-ce que les trois informations que j'ai citées, donc je rappelle, est-ce qu'un nombre a une virgule ou pas, est-ce qu'un nombre, jusqu'où va un nombre, et est-ce qu'il est positif ou négatif. On va rentrer un petit peu dans la technique pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ces trois informations-là. Pour comprendre la technique, il faut savoir que la mémoire de l'ordinateur est composée de petites cases, d'accord, de petits endroits, qu'on va appeler un octet. Je ne vais pas rentrer dans les calculs de ce que c'est qu'un octet, mais en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, pour bien comprendre, c'est que, je l'ai dit dans le premier épisode, une variable et donc une case mémoire ne peut retenir qu'une seule information à la fois, mais en plus, cette information ne peut être choisie que dans un panel d'informations données. Donc par exemple, dans le cas d'un octet, ça peut être n'importe quel nombre entre 0 et 255, donc il y a 256 possibilités différentes. Et c'est tout.
Alors si on essaye de mettre 12, 14, 20, il n'y a aucun problème, on pourra les mettre. Mais si on essaye de mettre 256, ben c'est pas entre 0 et 255, donc ça va pas aller. Alors vous pouvez vous représenter ça mentalement comme si on avait listé, on avait pris un stylo, on avait fait la liste de, bah tiens on pourra mettre le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. etc. Et du coup, ça amène à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre de nombres à virgule. Parce que si on devait écrire tous les nombres à virgule possibles, bah déjà on pourrait pas, puisque les nombres à virgule sont infinis. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour stocker si on veut mettre notre 256 par exemple? Parce que vous allez me dire, oui mais moi j'ai déjà eu 2 millions de points à un jeu vidéo, 2 millions c'est un peu plus grand que 256 quand même. Ouais, et c'est normal. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'en fait on n'est pas obligé de se limiter à un seul octet. On peut coller 2 octets entre eux, et ça va faire une case un peu plus grande, qui elle pourra stocker n'importe quel nombre entre 0 et 65 535. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que ça va pas s'additionner. On n'a pas besoin d'additionner 255 plus 255, ça fonctionne d'une manière un petit peu différente. Mais en gros, voilà, on peut aller jusqu'à 65 535. En pratique, dans les ordinateurs modernes, donc qui disposent de pas mal de mémoire, on va utiliser soit des cases de 1 octet, soit en général des cases de 4 octets directement. Donc on va pas s'embêter avec les cases de 2 octets, on va directement en mettre 4. Une case de 4 octets, ça peut stocker jusqu'à 4 294 967 286 chiffres différents. Donc n'importe quel nombre entre 0 et 4 294 967 285. D'accord? Alors, pour comprendre pourquoi je dis dans les ordinateurs modernes on s'en occupe plus trop de ça, il faut savoir que les cases en octets dont je parle, ben c'est ce qui compose votre RAM. Donc normalement vous savez que votre ordinateur a de la RAM, qu'il a 1, 2, 3, 4, voilà, giga de RAM. Et ben le giga dans giga de RAM, c'est une unité qui est basée sur l'octet. Donc 1 giga de RAM, ça fait 1 milliard d'octets. Donc ça veut dire que si jamais vous avez votre ordinateur qui a, mettons, 4 giga de RAM, en fait c'est comme s'il avait 4 milliards d'octets, donc de petites cases qu'on peut utiliser. Du coup, il peut, si on prend des grandes cases de 4 octets, stocker 1 milliard de nombres à la fois. Alors vous comprenez bien que on n'est plus vraiment à une ou deux près. Alors bien entendu, en restant dans les limites du raisonnable tout ça, il y a des gens qui vont s'amuser à avoir des programmes où ils vont jamais faire attention à ça. Et bien du coup ça donne ce qu'on appelle ramer. C'est-à-dire que quand votre ordinateur rame, il a plus assez de mémoire et donc il a du mal, il essaye de trouver des cases libres, il en trouve pas. Je rentrerai un petit peu dans les détails peut-être dans une autre vidéo. Alors, on va revenir à notre octet. Le problème qu'on a jusqu'ici, c'est que je ne vous ai parlé que de nombres positifs. Je vous ai dit par exemple, l'octet il peut aller que de 0 à 255. Bon, mais moi si je veux stocker moins 10, comment je fais? Et bien en fait, il y a une méthode toute simple pour ça. C'est très facile. On va simplement décaler l'octet. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il va de 0 à 255, vu qu'on a 256 choix possibles, on va dire qu'il va aller de moins 128 à plus 127. Du coup, on décale l'endroit où est le 0, et au final, ça donne exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a toujours nos 256 possibilités, on n'a pas rajouté des possibilités, ça on pourrait pas avec un octet, mais par contre, on a des nombres négatifs. Bien entendu, ça fait pareil avec les grandes cases de 4 octets, hein, donc ça va de moins 2 milliards 100 millions, je sais plus combien, à plus 2 milliards et quelques. D'accord? Donc on garde le même nombre de possibilités, mais on décale. Du coup, c'est assez simple en fait. C'est comme si on faisait une soustraction pour parler des nombres négatifs. Voilà. Maintenant, on rentre dans les nombres à virgule. Et là, les choses vont se compliquer. Je vais pas expliquer en détail comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment, vraiment compliqué. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les nombres à virgule sont stockés soit dans des cases de 4 octets, soit dans des cases de 8 octets. Souvent des cases de 4 octets dans les jeux vidéo notamment. Et que c'est une multiplication qui va être faite dedans. J'expliquerai un de ces jours comment ça fonctionne, mais pour l'instant, vous embêtez pas avec ça. Sachez juste que du fait que c'est une multiplication et à cause de la façon dont ça fonctionne, on se fiche de savoir si on met des nombres négatifs ou positifs dedans, ça marchera dans tous les cas. Et surtout, que quand on a un nombre à virgule, c'est jamais très précis. Qu'est-ce que je veux dire par jamais très précis? Imaginez que vous vouliez stocker pi, par exemple, dans une variable. Bon ben vous seriez face à un petit problème, parce que pi, il y a un nombre infini de chiffres,
Et l'ordinateur n'a pas une mémoire infinie. Si vous avez un ordinateur avec une mémoire infinie, je vous invite à rentrer en contact avec moi, on va gagner beaucoup d'argent. De base, je vais considérer que vous n'avez pas un ordinateur avec une mémoire infinie, et donc vous ne pouvez pas mettre tous les chiffres de pi. Donc comment on fait ? Eh bien en fait, on va en retenir quelques-uns. On va en retenir, quelques-uns après la virgule, et ça suffira. Et ce qu'il faut savoir, avec les nombres à virgule, c'est que plus le nombre va être grand avant la virgule, moins on va retenir de chiffres après la virgule. D'accord ? Donc le nombre à virgule lui-même peut monter très très haut, peut aller jusqu'à très 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 grand, mais plus il est grand, moins les chiffres après la virgule seront précis, et même quand il devient trop grand, on va perdre des unités. C'est-à-dire que si jamais on veut stocker par exemple plusieurs milliards de milliards, on va perdre certaines unités, on va pouvoir avoir les chiffres du début très bien, mais les chiffres de la fin, on va les oublier un petit peu. D'accord ? Donc n'oubliez jamais ça, c'est pas très précis. Et donc, ça implique que si vous utilisez des nombres à virgule, il va falloir faire attention à la taille du nombre. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais là on parle que de nombres, quand moi j'ai fait un poème sur les poneys roses à pois bleus que je vais envoyer à ma chérie, comment je fais pour lui envoyer ce poème dans un ordinateur ? Et bien pour comprendre, il faut se souvenir d'abord que l'ordinateur c'est juste une très grosse calculatrice, mais en beaucoup plus cher. Du coup, dans l'ordinateur, il n'y a pas d'endroit pour gérer les mots, parce qu'en fait l'ordinateur ne gère que des nombres. Donc on va utiliser des trucs, on va utiliser en fait un code, un peu comme quand on était gamin, vous savez qu'on disait le A c'est 1, le B c'est 2, le C c'est 3, etc. Il va y avoir le même type de code pour dire qu'en fait une lettre c'est un nombre. Et du coup, une fois qu'une lettre c'est un nombre, c'est très simple. On peut stocker des nombres, on vient de voir comment. Alors, des types d'informations qu'on peut stocker, il en existe énormément. La plupart recourent à un code comme celui que je viens de décrire là, par exemple donc quand on veut stocker des lettres, quand on veut stocker des couleurs, on va utiliser un code aussi, quand on veut stocker des sons, des vidéos, voilà. Tout ça, ça va utiliser des codes. Et en plus, parce qu'on aime bien de temps en temps compliquer les choses juste pour le plaisir, vous verrez dans une vidéo qui va venir un de ces jours, qu'on peut créer ses propres types, donc on peut en rajouter. Du coup, on va pas s'embêter à connaître tous les types, je vais pas vous les décrire tous, surtout que je pourrais pas. Par contre, je vais parler de 3 types en particulier, 3 types qui sont intéressants et qu'on va utiliser là dans les premières vidéos. Alors, ces types-là sont ce qu'on appelle des types scalaires. Donc en gros, ça veut dire que ce sont des types simples, voilà, qui sont pas compliqués. Donc ils contiennent que des nombres. Et je vais donc vous en citer 3. Le premier, c'est le char. Un char, c'est le raccourci pour caractère. On verra pourquoi une autre fois. Et ça fait un octet. C'est notre toute petite case de 1 octet. Alors quand on dit juste char, ça veut dire qu'elle peut être négative. Donc c'est celle qui va de moins 128 à plus 127. Donc si vous voulez mettre juste un nombre entier, attention, on n'est que sur des nombres entiers, qui vont de moins 128 à plus 127, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre dans un char. Ensuite il y a l'int. Int, c'est le raccourci pour integer, qui veut dire nombre entier en anglais, littéralement. Donc ça, ce sont nos grosses cases de 4 octets. Donc là-dedans, on l'a vu, alors c'est encore une fois la version qui peut aller dans les négatifs, on peut aller de moins 2 milliards et quelques à plus 2 milliards et quelques. Voilà. Enfin, on a les floats. Un float, c'est un raccourci pour floating point number, c'est-à-dire nombre à virgule flottante. Retenez juste que ça veut dire que c'est un nombre à virgule. Voilà. Donc ça, ce sont les nombres qui peuvent prendre des virgules. Alors, on va maintenant passer un tout petit peu à la pratique pour bien que ça rentre tout ça, pour bien comprendre. Donc à nouveau, dans la description de la vidéo, là, vous allez trouver un programme qui est une autre version du programme moyenne. Voilà. Donc dans cette version-là, vous verrez qu'on a remplacé les int qu'on avait avant par des floats. Alors, je précise un petit peu. On va comparer la ligne 5 des deux versions du programme, de la version actuelle et de la version précédente, que j'ai remise dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, pour pas que vous ayez à la chercher. Donc vous verrez que dans la ligne 5 de notre nouvelle vidéo, on a mis float au début, là où avant on avait int. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, vous vous souviendrez que j'avais dit au début il y a int, on va pas s'en occuper. Maintenant que vous savez ce que ça veut dire int, normalement ça devrait être plus clair. Voilà, le int c'était pour dire cette variable là,
elle va être de type int, donc elle va contenir un nombre qui va être stocké dans 4 cases, dans 4 octets. Vous remarquerez que maintenant on a mis des flottes. Pourquoi des flottes? C'est parce qu'on peut avoir 16,5 de moyenne par exemple. Et donc, il peut y avoir des nombres à virgule. Alors, le nombre flotte donc, est beaucoup plus adapté à notre programme, d'autant plus que si vous vous souvenez, au dernier exercice de la vidéo précédente, je vous avais dit attention, il peut y avoir une approximation de plus ou moins un point. Vous aurez deviné que c'est à cause de ça. Si on ne raisonne qu'avec des nombres entiers et pas avec des nombres à virgule, quand on va faire la moyenne, on va arrondir la virgule en fait, et donc on va se retrouver avec des erreurs liées à l'arrondi, c'est normal. Donc là on passe par des flottes, notre flotte, lui, il va pas avoir de problème, il va pouvoir gérer la virgule sans aucun problème. Alors, comme ça, vous allez dire, oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on met pas tout le temps des flottes? Bon, sauf quand on a besoin de très grands nombres, mais sinon, pourquoi est-ce qu'on met pas tout le temps des flottes? Alors, il y a 2 raisons à ça. D'abord, comme je vous l'ai dit, si jamais on n'a pas besoin de monter très haut, donc si on est en gros en dessous de 127 et qu'on est sûr qu'on ira en dessous de 127, ça sert à rien de mettre des flottes parce que ça fait utiliser 4 cases au lieu d'une. Alors notez bien, quand je dis qu'on est sûr d'aller en dessous de 127, c'est important. Si jamais votre score, par exemple dans le jeu vidéo, il n'est pas limité mais que vous vous dites oui, mais les joueurs auront qu'une dizaine de points, si jamais vous avez un joueur particulièrement doué qui gagne des points, il gagne des points, il gagne des points, donc il fait les 10 points, 20 points, 30 points, 50 points, 100 points, 126 points, 127 points, quand il va faire le 128e point, votre programme va bugger. Et du coup, votre joueur va se retrouver à moins 128 points en fait, puisque ça tourne, c'est tout bête, on tourne en rond. Et du coup, ça va pas être du tout ce que vous vouliez faire. Donc faites très attention à ça. Il faut réfléchir avant, jusqu'où peut monter mon nombre? Est-ce que je suis sûr qu'il ne montera pas au-delà de ce dont j'ai besoin? Maintenant, il faut rester proportionné. On ne va pas créer des variables tout le temps à 4, voire à 8 cases mémoire, donc à 8 octets, si on a besoin que de 1. Ça permet de ne pas prendre trop de place. Alors concernant les nombres à virgule en plus, il y a un autre problème. C'est que l'ordinateur, lui, sait très bien gérer les nombres qui n'ont pas de virgule. Mais quand le nombre a une virgule, c'est plus difficile pour lui, il a besoin d'un peu plus de calcul, d'un peu plus de temps, donc il est obligé de faire plus attention, et c'est plus lent. Pas beaucoup plus lent, c'est pas grave quand vous avez quelques nombres à virgule, mais plus vous avez de nombres à virgule, plus c'est lent. Et du coup, si vous voulez que votre programme soit rapide, autant que possible, évitez les nombres à virgule quand c'est possible. Quand c'est pas possible, vous en mettez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc prenez le temps de lire le programme en entier, de bien comprendre ce qu'il fait, etc. Et vérifiez, et normalement, il n'y a pas trop de différence, vous verrez, on a juste changé les int par des floats. Le reste du programme est le même, parce qu'en fait on peut manipuler exactement de la même manière les nombres à virgule et les nombres sans virgule. Une fois que l'ordinateur le sait, c'est-à-dire qu'il sait, ok, là j'ai des nombres à virgule, donc je dois faire attention à ça, ou là j'ai pas de nombre à virgule, donc j'ai pas besoin de faire attention, il peut s'en occuper sans problème, il n'y a plus besoin de faire attention nous-mêmes. Alors, j'ai un petit peu changé les nombres, donc les notes qu'a reçu l'élève, pour vous montrer comment est-ce qu'on déclare un nombre à virgule, donc comment est-ce qu'on met un nombre à virgule dans une variable de type float. Le principe est exactement le même. Si vous faites vraiment attention, vous verrez que le printf aussi a changé, mais je vous ai déjà dit, ça on verra plus tard ce que ça signifie. C'est bon? Vous avez bien tout compris? Le code est bien compris? Parfait. Alors, c'est le moment de faire quelques exercices. Alors pour le premier exercice, vous trouverez dans la description, donc toujours juste en bas là, le code source d'un programme que j'ai appelé incomplet, donc incomplet.c comme fichier, ça ira très bien. Et vous verrez que le code source a des déclarations de variables, mais sans les types. Alors je reviens là un tout petit peu du coup, sur ce que j'ai dit un petit peu plus haut, pour le détailler un peu, vous aurez compris que la vraie syntaxe d'une déclaration de variable, c'est le type qu'on veut donner à la variable, donc ce qu'on va stocker dedans, espace le nom de la variable, et après éventuellement des assignations, et toujours un point virgule. N'oubliez pas, il faut un point virgule à la fin. Alors, je vous laisse lire le code de cet exercice-là. Vous allez essayer de trouver d'abord où est-ce qu'il y a des déclarations de variables, donc pour ça c'est simple. À chaque fois que j'utilise un mot qui n'existait pas avant, c'est une déclaration de variable. Ensuite, vous allez regarder la déclaration de variable et vous demander quel type
il faut mettre. Et vous allez mettre le bon type à chaque fois pour que ce soit adapté. Ensuite, vous allez avoir un second exercice, donc toujours pareil en bas, qui s'appelle wrong.c. Donc le principe est le même, vous allez le lire. Et là, il y a les déclarations de variables qui sont bonnes, mais qui ne sont pas avec les bons types. Du coup, on a des erreurs dans le programme, vous verrez, si vous le lancez, vous verrez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme elles devraient être. Et du coup, ça va être à vous de lire le programme et de bien comprendre, tiens, ça devrait être de ce type-là, ça devrait être de ce type-là, etc. Voilà. Je vous laisse le corriger, bien comprendre comment ça marche. Et voilà. Normalement, si vous avez fait ces deux programmes, vous aurez bien compris comment fonctionnent les types. On reviendra de toute façon assez souvent dessus. Voilà, c'est fini pour le deuxième épisode de Tous des Nerds. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va faire un épisode un petit peu spécial qui permettra d'expliquer des notions sur lesquelles je suis passé un petit peu vite, donc des choses que j'ai pas dites, ou alors où j'ai dit des choses mais où en fait la réalité était plus compliquée, donc j'ai masqué un petit peu ce qu'il y avait derrière. Donc à la fois sur cette vidéo-ci et sur la vidéo précédente. La vidéo suivante dans la lignée de Tous des Nerds, donc qui sera vraiment sur l'apprentissage de la programmation, ce sera la vidéo d'après, où on verra cette fois-ci les structures de contrôle. J'en avais parlé un petit peu à la vidéo précédente, on verra vraiment ce que c'est, comment ça marche, et du coup vous serez presque prêt à créer vos premiers vrais programmes complètement créés par vous-même de A à Z. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le dire dans les commentaires, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi le dire en cliquant sur un pouce, alors je sais jamais s'ils sont bleus ou ils sont verts, voilà, juste là. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez cliquer sur un pouce rouge et je serai à nouveau très très triste dans mon petit cœur. Dans tous les cas, si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et comme toujours, vous pouvez parler de Tous des Nerds sur les réseaux sociaux, grâce à un haut-parleur ou grâce à un message de publicité sculpté sur la lune. Et moi je vous dis à la prochaine.